Lyon, cette ville qui a su traverser les siècles, un grand lieu de l'Empire romain. Parmi les besoins vitaux, il y a la nourriture, mais il y a surtout l'eau. Après réflexion, les ingénieurs romains en viennent à la conclusion qu'il faut un aqueduc. Commence alors la construction d'un ouvrage hors norme, l'aqueduc du Gier. Long de 86 km, il capte l'eau du Gier dans les contreforts du Massif central et la conduit jusqu'à Lyon. Il est le plus long et le plus complexe des 4 aqueducs qui alimentaient Lugdunum en eau. Parce qu'il traversait des vallées très larges, il est composé de 4 siphons et d'une trentaine de ponts. On estime son débit moyen à 15 000 m3 d'eau par jour. Avec l'aide du conservateur du musée gallo-romain Lugdunum de Lyon, M. Hugues Savegueras, nous sommes partis à la recherche des vestiges de l'aqueduc du Gier. Nous vous proposons de faire ce voyage avec nous et de suivre notre expédition pour retrouver ces parties de l'aqueduc. On a ici un des ouvrages d'art les mieux conservés de l'aqueduc du Gier, qui est le réservoir dit de chasse, du premier siphon depuis la source jusque vers Lyon. Et qui est en fait un siphon qui traversait la vallée de la Durèze à Génilac. Alors ce réservoir a été restauré, mais c'est le mieux conservé parce qu'on peut voir les différentes parties. Ici à l'arrière, on a l'ouverture par laquelle l'eau arrivait de la canalisation, qui devait être portée par une série d'arches qui ont disparu. Et on voit très bien également à l'intérieur les départs des tuyaux. Alors le principe du siphon, pour traverser des vallées très larges, il était difficile de faire des ponts très élevés, puisqu'on a vu que dans certains endroits, il aurait fallu empiler 2 ponts du Gard l'un sur l'autre et 5 en longueur. Donc le principe se fonde sur celui des vases communicants, c'est-à-dire l'eau qui est conduite par un canal unique est répartie dans un réservoir, dans une dizaine de tuyaux de plomb, et à ce moment-là, l'eau va circuler sous pression et traverser la vallée par le principe des vases communicants et remonter sur l'autre versant. Au fond, les tuyaux traversent le cours d'eau lorsqu'il existe sur un pont dit pont-siphon. L'intérêt de cet ouvrage, c'est sa relative bonne conservation qui permet de voir l'intérieur du réservoir. On voit très bien ici les ouvertures à partir desquelles démarrer les tuyaux, une batterie d'une dizaine de tuyaux qu'on imagine en plomb. Le principe, c'est simplement un transfert, c'est-à-dire l'eau qui arrive par le canal unique ici est répartie dans une dizaine de tuyaux. Donc c'est un réservoir qui ne stocke pas de l'eau. On a là ce qu'on appelle la pierre de Chagnon, c'est-à-dire une inscription romaine qui a été découverte à la fin du 19e siècle et qui est en fait un édit de l'empereur Adrien, donc du début du IIe siècle après Jésus-Christ, et qui interdit de cultiver la terre sur une bande une bande de terre qui se trouve au-dessus de la canalisation enterrée. Le fait que ce règlement date de l'empereur Adrien est un élément de datation de l'ensemble de l'aqueduc, mais qui a été parfois contesté, certains disant il est possible qu'en fait, du temps d'Adrien, on ait repris un règlement plus ancien. Alors le tracé de l'aqueduc est à 95% enterré, c'est-à-dire que le canal est enterré dans une tranchée, mais de temps en temps, il a à franchir des masses rocheuses incontournables, et à ce moment-là, il y a des tunnels qui ont été creusés. Ici, à Chagnon, au lieu dit la cave du curé, on a un très bel exemple de ce tunnel, qui a été donc foré par la masse rocheuse, on voit très bien les traces d'outils. Et ensuite, lorsque le tunnel a été percé, le canal lui-même, avec sa couverture voûtée, a été bâti à l'intérieur. On a pour l'intérieur de la maçonnerie en général, ce sont des roches locales, vraiment celles qui formaient le soubassement de l'aqueduc lui-même. On voit que pour l'appareil réticulé, on a choisi des granites, mais pas n'importe quel granit, des granites à grains fins. En revanche, tous les chaînages d'angle ici, c'est un grès. Bon, ça peut paraître curieux parce que le grès est en fait extrait de la vallée du Gier. C'est une roche qui nous paraît relativement friable par rapport au granit, mais c'est quand même celui qu'on a choisi pour les chaînages d'angle. Non seulement il y a ce souci d'avoir cet appareil, ce mode de construction très particulier,
Mais voyez qu'il y a ce petit carré sur pointe ici, qui en fait atteste d'une petite décoration et pour lesquelles on a utilisé encore d'autres roches, qui sont des roches de couleur noire. Par chance, la carte géologique du coin est très détaillée, donc on peut savoir d'où viennent ces pierres. Ce sont des affleurements tout petits, qui étaient localisés à peu près dans un rayon de 500 mètres. Nous sommes ici à Soucy-en-Jarret et cette section de l'aqueduc illustre bien le fait que lorsque le terrain s'abaisse, l'aqueduc qui est souterrain, lui, doit maintenir une pente constante de l'ordre d'1 millimètre par mètre et à ce moment-là, il devient visible dans le paysage. Pour des hauteurs faibles, le canal reste porté sur un mur, mais lorsque la hauteur devient plus importante, de l'ordre d'environ 3 mètres, eh bien, la canalisation va être portée sur une file d'arches. On voit ici toute la structure des arches. En fait, il y a 3 arcs à coller. Il y a un arc central fait en maçonnerie en pierre uniquement. Et 2 arcs de tête, un ici et l'autre de l'autre côté, dont il reste un tout petit bout ici. Et ces arcs de tête sont faits d'une alternance de claveaux, de pierre et en briques. Donc on a la chance d'avoir bien conservé cette partie de maçonnerie qui correspond en fait au support des tuyaux de plomb. Au sommet, on devine ce qui reste du réservoir qui répartissait l'eau du canal unique dans une batterie de tuyaux de plomb qu'on appelle le réservoir de chasse. Et ensuite, ces tuyaux de plomb descendaient sur cette maçonnerie en pente. Et après, il faut bien dire qu'il y a un petit problème parce qu'on voit que la maçonnerie s'arrête. Mais que devenaient les tuyaux de plomb? Ils étaient dans le sol, comment étaient-ils fixés? Il y a là un problème archéologique qui n'a jamais été résolu. La vallée de l'Iseron était traversée par un siphon extrêmement grand, le plus grand de tout le parcours, plus de 2 km. Le pont siphon de Bonan qui est vraiment un des monuments les mieux conservés de tout le parcours. Et puis ensuite une série d'arcs pour traverser Sainte-Foy. Et enfin la dernière dépression, le vallon de Trion. Et ensuite l'aqueduc remonté de l'autre côté. Et les dernières traces, les dernières arches que l'on a, c'est au sommet de la colline de Fourvière. Juste au-dessus du théâtre, un des points hauts de la colline, il y a une grande citerne qui est maintenant assez bien datée puisqu'elle est construite dans la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Elle passe parfois pour être le réservoir terminal de l'aqueduc du Gier. Mais si ce réservoir a quelque chose à voir avec l'aqueduc du Gier, il est forcément contemporain de cet aqueduc. Et si, comme les derniers résultats pourrait le montrer, l'aqueduc était du début du IIe siècle, ce réservoir ne pourrait pas aller avec puisqu'il est plus ancien. Ce grand réservoir peut tout à fait être alimenté par l'aqueduc du Gier, mais avec un réservoir terminal qui serait un peu plus haut. À l'origine, sur tout le tracé du parcours de l'aqueduc du Gier, il y avait à peu près une quarantaine de ponts et puis plus de 4 km de fils d'arches. Alors de tous ces ouvrages d'art, aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose. L'aqueduc du Gier, en tout cas ses ouvrages aériens, présentent vraiment un état de dégradation très très avancé. La plupart des ponts ont disparu, il reste juste quelques piles. Et c'est vrai, il y a des conservations, mais elles sont vraiment exceptionnelles, de fils d'arches. Alors les 2 questions qu'on peut se poser, à quoi est due cette érosion et à quel moment est-elle intervenue? Il est certain que dans les parcours urbains, il y a eu un démontage systématique des maçonneries, pour la récupération des matériaux. Mais dans l'ensemble, on peut penser que l'essentiel de l'érosion de l'aqueduc est dû à des causes naturelles, en particulier les alternances de gel-dégel qui sont tout à fait néfastes pour ces maçonneries. À quel moment est intervenue cette érosion? En fait, on a la chance d'avoir un repère très précis, un point de repère très précis, puisqu'au milieu du XVIIIe siècle, il y a un architecte qui était aussi hydraulicien, Guillaume-Marie Delorme, qui a réalisé un relevé extrêmement précis en élévation de tous les ouvrages d'art de l'aqueduc du Gier. Et ça nous donne en fait, de manière très fidèle, à quoi ressemblait l'aqueduc il y a environ 300 ans. Or, ce qui est frappant, c'est que dans l'ensemble, il y a 300 ans, les ouvrages d'art de l'aqueduc du Gier présentaient déjà l'état de ruine tel qu'on le voit aujourd'hui. On a un bel exemple avec justement le réservoir de chasse, c'est-à-dire le premier réservoir
du dernier siphon. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, le rampant, il reste du rampant uniquement le départ de la première arche. Or, quand on regarde cette maçonnerie, on a l'impression qu'elle s'est écroulée il y a peu de temps, et on imagine que ce qui est en encorbellement aujourd'hui va pas tarder à disparaître. Or, si on regarde le relevé de Guillaume-Barry de Lorme, il y a 300 ans, eh bien, cette maçonnerie avait exactement la même forme. Elle n'a pas bougé depuis. Et on peut en déduire donc que l'essentiel de l'érosion de l'aqueduc a eu lieu avant le XVIIIe siècle. Et on sait qu'au XVIe, au XVIIe siècle, jusqu'au début du XVIIIe siècle, il y a eu des périodes à la fois froides et humides que l'on met en relation avec ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, c'est-à-dire plusieurs siècles où dans l'hémisphère nord, il y a eu justement un climat à la fois froid et humide. Et on peut se demander si en fait l'essentiel de l'érosion, de la ruine de l'aqueduc n'est pas à mettre en relation avec le petit âge glaciaire. Et puis, ce que l'on constate aussi, c'est que depuis le XVIIIe siècle, il y a une relative stabilité de ces maçonneries. Alors cet été, il y a eu justement des travaux à côté de Liseron, le long du cours de Liseron, au pied du fameux pont de Bonan, donc sur la commune de Sainte-Foy. C'était des travaux qui étaient destinés à élargir le cours de Liseron. Et donc les archéologues de la Société Archéodunum sont intervenus et ont pu fouiller en fait la fondation d'une des piles de l'aqueduc qui se trouve être dans l'eau. Le fait qu'elle soit dans l'eau permet la conservation des matières organiques. Et chose vraiment remarquable et intéressante, ils ont trouvé contre une des piles du bois encore conservé, visiblement d'un coffrage qui a servi à couler cette pile. Avec la découverte de ce morceau de coffrage, ça permet d'imaginer bien sûr toute la quantité de bois qu'il fallait pour construire un aqueduc, c'est-à-dire non seulement les coffrages des piles, c'est-à-dire des parties qui étaient enterrées, mais aussi tous les coffrages aériens destinés à supporter les voûtes avant qu'elles soient coulées. Alors bien entendu, il fallait défricher probablement une bonne partie de forêt avant de faire passer l'aqueduc. Alors on peut imaginer aussi que certains coffrages ont pu être réutilisés, bien entendu, puisqu'on voit qu'il y a quand même certains modules assez constants dans la largeur de ces arcs. Mais ça fait partie des questions qu'il faudrait maintenant essayer d'étudier. Ces matières premières, la brique, la pierre, le bois, essayer de les quantifier. Et puis aussi la chaux utilisée pour faire le mortier, et on arriverait sans doute à des quantités considérables. L'intérêt, lorsqu'on trouve du bois, c'est qu'on peut envisager une datation dite dendrochronologique, c'est-à-dire comparant les cernes du bois avec des sections connues, et on sait que chaque année, un arbre produit des cernes, mais que chaque cerne est différente d'une année à l'autre, et si on a une section suffisamment longue, on peut envisager d'avoir une datation qui peut être très précise si on a l'écorce, mais un peu moins si la partie, disons, terminale du tronc d'arbre a disparu. Alors il faut être très prudent, parce que pour l'instant c'est uniquement une information orale, mais les premiers résultats semblent indiquer le début du IIe siècle après Jésus. Si l'analyse dendrochronologique se confirme, eh bien ça pourrait vraiment indiquer que l'aqueduc serait peut-être contemporain de l'empereur Adrien.